Super. Et bonjour à tous. Merci d'être présents à notre second webinaire sur la césarienne en pratique, donc maîtriser chaque étape. Donc, c'est un webinaire organisé par Genia, où je vais vous donner quelques informations avant de laisser la parole au docteur Rosset pour vous donner toutes les informations sur la césarienne. Alors, au niveau des intervenants, donc je vous présente Émilie Rosset, donc docteur vétérinaire, où nous avons la chance aujourd'hui de l'écouter sur chaque pratique, sur chaque étape. Nous avons également le docteur Nathalie Nourry, donc qui est responsable technique vétérinaire chez Genia, et moi-même, Clarisse Guillemin, responsable marketing. Alors, qui est Genia? Je suppose que pour un certain nombre, vous connaissez déjà l'entreprise, mais je vais vous donner quelques informations très rapidement. Donc, Genia, Ensemble pour la santé animale. Donc, l'idée, c'est de créer des produits pensés pour vous, pour une médecine vétérinaire de qualité, afin d'assurer à chaque animal un parcours de soins optimal. Nous sommes donc, si je veux bien changer de slide, les joies du direct. Voilà. Donc, nous sommes une entreprise française et familiale depuis 80 ans dans la création et la fabrication de dispositifs médicaux vétérinaires. Nous proposons de ce fait une gamme complète de haute qualité pour répondre pour vous, pour vos besoins au quotidien. Nous proposons des produits sur tout le parcours de soins, dès l'entrée en clinique jusqu'à la fin, avec 8 gammes de produits, passant par de l'injection, de la chirurgie, de l'orthopédie, hospitalisation, protection, hygiène rurale et capture. Voilà, vous retrouvez tous les logos de nos familles de produits et vous retrouverez effectivement toutes les informations sur genia-du6group.com. Notre mission, comme vous avez pu le comprendre, donc on est là pour assurer un parcours de soins optimal pour les animaux. Et aujourd'hui, on est une entreprise où on se dit leader sur le marché, offrant des solutions spécialisées pour vos besoins, de la plus petite aiguille à la plus grande unité chirurgicale, tout simplement car nous avons plusieurs marques dans le groupe, passant par Genia, qui est la marque mère, Distinject, des produits de téléinjection, Vetopop pour de l'accessoire chien-chat, Mano Médical sur du gros matériel et notre dernière acquisition, MDC, des produits de capture en animaux de compagnie. Je vais laisser tout de suite la main à ma collègue, le docteur Nathalie Nourry. Merci Clarisse, bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Alors, encore une fois, les joies du direct, est-ce que... Oui, ça fonctionne, super. Donc moi, je vais vous présenter de façon assez succincte notre gamme de fils de suture Genia. Vous connaissez peut-être déjà les fils de suture en boîtier. Et il y a environ 1 an et demi, nous avons sorti notre gamme de fils aiguillés qui présente 87 références, 5 types de fils résorbables, 2 types de fils non résorbables, ainsi que différents choix d'aiguilles, tout étant en acier inoxydable siliconé pour une pique optimale et une meilleure glisse dans les tissus. Nous avons choisi également un support de type Restrac pour la plupart de nos références, ce qui permet un meilleur déroulement du fil, sans nœud et un effet mémoire minimisé, ce qui est intéressant notamment sur les fils monofilaments. Le tout est emballé dans des sachets individuels aluminium et regroupé en boîte de 12 sachets. Alors, voilà, ça vient. Désolée, il y a un petit temps de latence entre les deux slides. Je vais vous présenter donc maintenant rapidement la gamme. Les fils résorbables tressés pour commencer. Notre lac-fil qui se compose de PGLA et est enduit, ce qui améliore la résorption et limite l'effet six-fil, est un fil polyvalent. C'est un fil qui va être utilisé pour la chirurgie des tissus mous au quotidien. Il présente un temps de résorption à moyen terme d'environ 60 à 70 jours et il a la particularité et les qualités de présenter une très bonne souplesse, donc facile d'utilisation, et une bonne tenue au nœud. Parmi les petits frères du lac-fil, on va retrouver le lac-fil fast qui lui aussi se compose de PGLA mais avec un poids moléculaire différent.
ce qui fait que le temps de résorption va être raccourci. On a ici un temps de résorption autour un mois et demi, et on retrouve grosso modo les mêmes qualités que sur le PGLA standard. Le second Lacfil, le second petit frère du Lacfil standard, le Lacfil Plus, donc toujours composé de PGLA, lui contient également un antibactérien, du triclosan. La même induction, ce qui fait que le temps de résorption est équivalent à peu près au Lacfil standard. Et on retrouve également les mêmes qualités pour ce fil tressé résorbable. Concernant nos fils résorbables monofilaments, maintenant, nous en avons deux. Donc, le Fastfil qui se compose de PGCl, il a la particularité de procurer une très bonne glisse et de présenter une excellente tolérance tissulaire, ce qui en fait un fil idéal pour la plupart des chirurgies des tissus mous et notamment pour les sutures des organes creux. Il présente un temps de résorption à moyen terme autour de 90 jours, 3 mois. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le petit diagramme, les qualités essentielles, la glisse et la tolérance tissulaire. Le second fil résorbable monofilament est le monofil qui, lui, se compose de PDO, polydioxanone. Même qualité que le précédent, très bonne glisse, excellente tolérance tissulaire. En revanche, ici, on est sur un temps de résorption plus long. On est sur du 6 à 8 mois environ, ce qui fait qu'il ne sera pas utilisé dans les mêmes indications. Enfin, pour ce qui est de nos fils non résorbables, donc nous en avons deux. Le filanil, c'est le classique polyamide ou nylon. C'est un fil monofilament qui est teinté en bleu dans la gamme Genia. Il présente un temps de résistance à la tension de longue durée. Et nous avons plusieurs références pour ce fil, aussi bien en aiguille courbe qu'en aiguille droite. Le deuxième fil non résorbable est le filène qui se compose, lui, de polypropylène. Il est également monofilament et bleu, mais la particularité par rapport au précédent est qu'il présente un temps de résistance à la tension permanent, ce qui en fait un fil très intéressant pour les tissus qui nécessitent un soutien prolongé. Voilà, vous pouvez retrouver nos références dans toutes les centrales vétérinaires, dans le catalogue, sur notre site internet. Et bien sûr, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre délégué vétérinaire de secteur. Donc maintenant, je vais passer la parole à Émilie pour l'essentiel de ce webinaire. Merci Émilie, c'est à toi. Merci Nathalie, merci Clarisse et merci à Génia pour la proposition pour ce thème de la césarienne qui est un thème que j'affectionne particulièrement. Et puis bienvenue à tous pour la petite heure que nous allons passer ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur le chat et j'y répondrai en fin de présentation. Même si vous devez partir, vous pourrez toujours retrouver dans l'enregistrement de la réunion. Et bien sûr, je me rendrai disponible à la fin de la présentation aussi pour les discussions en direct. Donc, on va parler de la césarienne et c'est sûr qu'on va parler beaucoup de la vision chirurgicale, mais globalement, on a quand même sur cette chirurgie pas mal d'enjeux, quelques nouveautés qui sont sorties au fur et à mesure des années sur lesquelles je vais m'arrêter parce que bien sûr, je me doute que vous savez tous pratiquer une césarienne, mais en fait, l'enjeu n'est pas tant la chirurgie sur ce sujet-là, mais c'est la limitation de la mortalité fétale et aussi anticiper et limiter les complications pour la mère, bien évidemment. Les quelques accidents qu'il y a pu avoir dans les 10 dernières années sur notamment les césariennes programmées ont entraîné les dispositions suivantes que sur nos moyens techniques et matériels que l'on doit mettre en place, c'est qu'il faut absolument intuber et oxygéner une chienne pendant sa césarienne, si elle est brachycéphale. Et d'autre part, au moins 2 personnes compétentes doivent intervenir sur une césarienne. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut être 2 vétérinaires, mais il faut au moins être un ASV, une ASV et un vétérinaire, plutôt que le vétérinaire et l'éleveur, par exemple. Vous pouvez tout à fait vous entourer de l'éleveur si vous le souhaitez pour avoir une 3e personne. Mais en tout cas, en termes de jurisprudence, il faut absolument 2 personnes compétentes. Si derrière ça se passe mal, l'éleveur aura la possibilité de vous faire un recours si ces points-là ne sont pas appliqués. Donc, quand est-ce qu'on va avoir recours à la césarienne? C'est généralement quand il y a une dystocie. Donc, une dystocie, c'est une naissance qui ne se passe pas bien. Donc, on va se limiter volontairement à la chienne
parce que on manque un peu plus de données chez la chatte, mais je pourrais répondre à des questions sur la chatte si nécessaire. Et donc, finalement, pour parler de la césarienne, on va d'abord voir ses indications. L'anesthésie, qui finalement est quand même un gros sujet sur la césarienne, parce que on a affaire à un animal qui a une physiologie qui est complètement différente de quand elle n'est pas gestante. Et donc, finalement, moi, personnellement, je trouve que l'anesthésie de la césarienne est plus compliquée que l'acte chirurgical en lui-même. On parlera bien sûr du geste en image et j'essaierai de voir avec vous les petits tips qu'on peut avoir. Et enfin, nous verrons quel progrès on a pu faire en réanimation des nouveau-nés et ce que ça peut vous apporter au sein de vos cliniques. Donc d'abord, les indications de la césarienne, quand on a une chienne qui nous est présentée pour dystocie, il va y en avoir pas mal, évidemment. Il faut savoir que 80% des dystocies terminent quand même en césarienne. Donc, ça veut quand même dire que il ne faut pas y aller directement, mais n'empêche que il faut l'envisager sérieusement dès lors qu'on a un appel pour une mise bas qui ne se passe pas bien. Je pense que c'est déjà votre cas. Ma diapo avance toute seule, c'est cool. Voilà. Donc, on va envisager une césarienne dès lors qu'on a un échec du traitement médical, hein, si vous utilisez de l'ocytocine ou du gluconate de calcium. En cas de chiot unique également, dès lors qu'il n'y a qu'un seul chiot, on sait très bien que la mise bas est très compliquée parce que le fait que le chiot soit seul va déjà limiter la probabilité de déclenchement de la mise bas en elle-même et d'autre part qu'est-ce que je voulais dire? Faire que le chiot est souvent un peu gros pour passer. Dès lors qu'on a une dystrophie obstructive, donc qui n'est pas toujours facilement objectivable, hein, mais qui a un chiot coincé globalement, soit par torsion utérine, soit anomalie pelvienne, soit une malposition fétale, il va falloir avoir recours à la césarienne parce qu'on va être incapable de détordre quelque chose par passage vaginal. Et enfin, comme je vous le montrais un peu ma petite vidéo d'échographie, dès lors qu'il va y avoir une souffrance fétale, on considère la souffrance fétale en dessous de 150 battements par minute. Alors, je vais évidemment un petit peu temporiser cela. En gros, la fréquence cardiaque normale des chiots pendant la gestation, elle va être au-dessus de 200 battements par minute. C'est le cas ici, hein, sur cette chienne, sur cette image d'échographie. On n'a pas de souffrance fétale. Et dès lors que la mise bas démarre, en fait, la fréquence fétale va quand même vraiment diminuer un peu en dessous de 180. Mais c'est très difficile. Selon les livres, il va y avoir écrit souffrance fétale à partir de 160 battements par minute, grosse souffrance fétale à partir de 120 et très très grosse souffrance fétale à partir de 90. Globalement, quand on prend une mesure sur 15 secondes d'une fréquence cardiaque de fœtus, on peut très facilement se tromper d'un battement et ça entraîne des différences de fréquence cardiaque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, on va considérer qu'il y a souffrance fétale dès lors qu'il y a une fréquence cardiaque en dessous de 150 battements par minute. Vous avez des fonctions sur les échographes aujourd'hui qui permettent de les mesurer toutes seules, ce qui est quand même assez utile. Et effectivement, le degré de souffrance fétale va nous donner le degré d'urgence d'intervention. Je mets quand même un tout petit bémol sur cette histoire de souffrance fétale, c'est que parfois on va commencer l'échographie, donc la chienne arrive, elle a son gros bide, le propriétaire est super stressé, du coup la chienne est super stressée, elle a mal, elle a des contractions depuis plus ou moins de temps, et en fait dès lors qu'on va la passer sur le dos pour faire l'échographie, ou même si on la fait debout, la chienne, elle a quand même tout ce stress et finalement, le fait qu'elle ait des contractions et qu'elle soit stressée va entraîner une baisse de la fréquence cardiaque, une bradycardie chez les fœtus. Donc, quand on commence une échographie des fœtus au moment du diagnostic de notre dystocie et qu'on voit vraiment une fréquence cardiaque très basse, je ne sais pas moi, 100, 120 battements par minute, toujours essayer moi en tout cas, j'essaye de me dire, je vais essayer de me décontracter, de décontracter le propriétaire. Donc là, je commence à lui poser des questions. On va commencer à passer la gestation. Est-ce que le mâle est beau? Est-ce que vous avez déjà des réservations, etc. Si je m'en fiche un petit peu, mais pour essayer que le propriétaire se décontracte et que la chienne se décontracte si possible et aussi à son tour. Pendant ce temps-là, je fais un petit tour de l'abdomen, des os de fœtus sans vraiment m'attarder sur le cœur. Puis je reprends la fréquence cardiaque d'un autre fœtus 5 minutes plus tard. Pour voir si effectivement il y a toujours cette bradycardie, est-ce que c'est vraiment une souffrance fétale ou est-ce que c'était juste lié au stress de la chienne qu'on vient de monter sur la table. Donc, la principale indication finalement de la césarienne, quand les gens arrivent et vous disent là, il y a 2 chiots qui sont sortis, s'il en reste plus de 4, on sait statistiquement que le traitement médical a très très peu de chances de marcher.
dès lors qu'il va rester au moins 4 chiots à l'intérieur. Donc, si on a un propriétaire qui arrive et qu'il reste plus de 4 chiots, moi, je vous conseille d'aller directement à la césarienne. Sur cette échographie en haut à droite, on peut voir une image avec une fréquence cardiaque là, chez ce petit chaton qui venait de s'arrêter. Bon, là, on avait une torsion utérine chez ce chaton, donc chez cette chatte plutôt. Donc là, ce chaton-là était mort, mais pas les frères à côté. Enfin bref, il faut savoir que dès lors qu'on va voir une mortalité fétale, bah, ça donne quand même une indication de césarienne, puisque les fœtus ils participent à leur naissance. Et bah, c'est sûr que dès qu'ils vont commencer à être morts, c'est très peu probable que la chienne arrive à les délivrer toute seule, même si, bien sûr, les gens ils préféreraient dans ces cas-là qu'il n'y ait pas besoin de césarienne, souvent pour limiter les coûts. Mais globalement, dès lors qu'il va y avoir mort fétale, on sait que ça va aussi compliquer la naissance. Et bien sûr, bah, sur une mise bas qui traîne, hein, plus de 24 heures après le début d'une mise bas, il y a souvent la mort de tous les fœtus restants. Alors, vous allez me dire, il y a toujours des petites différences selon si on a une prémipare Leonberg qui attend 16 chiots. Oui, ça arrive que sa mise-bas se passe bien et qu'elle mette plus de 24 heures, mais globalement, une mise-bas qui dure plus de 24 heures, c'est assez mal engagé. Passons maintenant à l'anesthésie de la césarienne, puisque comme je vous l'ai dit, bah, on a affaire quand même à une particularité d'avoir ce duo mère-fœtus, avec une mère qui est globalement hypotendue, hypoxémique et hypersensible à l'anesthésie, et un nouveau-né qui est hypersensible et qui par essence est incompétent à la plupart de ses organes, notamment le foie et les reins, qui ne sont pas encore matures pour vraiment pouvoir éliminer les anesthésies. Donc, les gros conseils vont être d'intuber, d'oxygéner, ventiler, perfuser, d'avoir une anesthésie qu'on maîtrise et d'être le plus rapide possible. Donc, la physiologie maternelle, bah, voilà, ce qu'on peut dire déjà, c'est que bah, le fait qu'il y ait cet utérus qui soit rempli de chiots, bah, forcément, ça va avoir des conséquences sur le reste des organes. Donc, notamment au niveau cardiaque, le système cardiovasculaire va quand même beaucoup dépenser au niveau du placenta. Donc, on a un volume sanguin augmenté. Vous savez que les chiennes qui viennent de mettre bas sont régulièrement anémiées et c'est tout à fait normal. Et forcément, elles compensent par une augmentation du travail cardiaque. La fréquence cardiaque est souvent augmentée chez la mère et il y a un besoin de plus d'oxygène et il peut y avoir une compression de la veine cave. Hein. On dit toujours, attention, on ne met pas la chienne trop vite sur le dos lors de césarienne, on la met plutôt en décubitus latéral gauche avant de la passer en décubitus dorsal pour limiter le risque de compression de la veine cave. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà en conclure au vu de toutes ces différences sur le système cardiovasculaire? C'est que les besoins augmentés vont être augmentés en oxygène et qu'il va falloir sans doute réduire les doses anesthésiques. Au niveau du système respiratoire, eh ben, on a le thorax qui est de taille réduite, hein, forcément par l'occupation de l'utérus. Tout le monde se serre autour de l'utérus, tous les organes. Et bah, les poumons n'en font pas exception. Si vraiment, en plus, il y a une grosse portée, bah, la capacité pulmonaire, elle est vraiment diminuée. Donc, il y a une ventilation alvéolaire qui est diminuée. Donc, il va falloir oxygéner, faire attention à la profondeur de l'anesthésie qui peut passer d'une chienne qui ne dort pas du tout à une chienne beaucoup trop profonde. Au niveau du système digestif, on va avoir aussi quelques changements, puisqu'il va y avoir une pression sur l'estomac de l'utérus gravide qui peut entraîner plus facilement des régurgitations et de l'acidité gastrique. Donc souvent, on a quand même des chiennes qui, en fin de gestation, ont du mal à manger, mais forcément, quand elles arrivent pour leur césarienne, elles ne sont pas spécialement à jeun, c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, bah, il va falloir s'adapter à ce risque de vomissement qui est accru, donc d'où aussi l'intubation qui est conseillée, éventuellement l'utilisation d'antivomitifs, on y reviendra. Le système nerveux est un petit peu perturbé aussi parce que la progestérone, on dit qu'elle fait planer, et donc la chienne, elle a quand même ses propres endorphines, plus la progestérone qui fait que eh ben, elle va potentialiser les anesthésies, donc il va falloir diminuer les doses. Au niveau du système placentaire, il ne faut pas croire, mais il y a une perméabilité directe de la barrière placentaire. Quelles que soient les anesthésies qu'on va utiliser, volatiles, pas volatiles, par intraveineuse, etc., tout va passer au chiot. Et donc, effectivement, bah, ça va avoir des conséquences. Donc, il faut choisir bien nos anesthésiques, contrôler notre anesthésie ainsi que notre fluidothérapie. Donc, si on passe maintenant à la partie pratique de l'anesthésie, à la prémédication,
L'objectif, ça va avoir bien sûr être de tranquilliser la chienne, hein, sans lui entraîner une dépression cardio-pulmonaire. Et effectivement, en cas de césarienne, souvent, la prémédication, elle n'est pas nécessaire. En tout cas, ça va évidemment dépendre des chiennes, mais les chiennes d'éleveurs qui ont quand même l'habitude d'être sur des tables pour faire des expositions, se faire toiletter, etc., elles ont finalement, elles vont avoir pas tant de stress et ne vont pas avoir forcément besoin d'une tranquillisation. En tout cas, nous, à l'école veto, on essaie de l'éviter tant que faire se peut. Ou alors, il faut prévoir une prémédication qui va pouvoir être réversible, par exemple. L'idée, ça va être de prévenir tout vomissement et régurgitation. Donc, utiliser du métoclopramide, par exemple, comme antivomitif, qui aura un effet secondaire qui sera intéressant pour nous, pour le post-opératoire, on y reviendra. Et éventuellement, des antiacides comme la cimétite. Pour l'induction, l'objectif, ça va être de éviter tout stress, éviter l'hypoxémie. Donc, pour cela, on préoxygène si la chienne le supporte avant d'induire. Et on essaie de induire et d'intuber rapidement. C'est sûr que comme on n'aura pas prémédiqué, souvent l'induction va quand même nécessiter une bonne grosse dose de nos molécules d'induction. On va vouloir éviter l'hypotension, donc un cathéter est indispensable, et éviter le décubitus dorsal pour limiter la compression de la veine cave, on l'a dit tout à l'heure. Donc, quelles molécules? Aujourd'hui, les molécules qui sont considérées comme les plus, on va dire, les plus safe, ça va être le propofol ou l'alfaxolone par titration, parce qu'effectivement, elles vont entraîner une relaxation, une baisse de la conscience très rapide et être aussi très rapidement métabolisées, donc permettre leur élimination également rapidement, ce qui va nous permettre aussi derrière, qui va être important pour nous, pour le réveil, pour que la chienne puisse s'occuper de ses chiots. Donc, c'est des publications qui ne sont pas forcément les plus récentes. Il faut savoir qu'actuellement, le GRS et le GEAA, donc le groupe d'anesthésie de la VAC, sont en train de faire un consensus qui sera présenté au prochain congrès de la VAC sur l'anesthésie de la césarienne et les molécules recommandées. Donc, je vous spoil un peu en vous disant que c'est celle-là. Et puis, pendant la maintenance, l'objectif, ça va être d'éviter que la chienne souffre, évidemment, avec de l'analgésie, éventuellement des morphiniques, une analgésie locale, style lidocaïne, juste au moment de l'incision. Et on va pouvoir utiliser l'isoflurane ou le sévoflurane en allogéné sous 100% d'O2 avec une perfusion gringère et un monitoring comme pour toute anesthésie qui va être recommandée. J'entends souvent que les vétérinaires font uniquement l'induction au propofol ou à l'alfaxolone et vont continuer de redonner de l'alfax ou du propos jusqu'à ce que tous les chiots soient sortis et ne font le relais isoflurane qu'après la sortie des chiots. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Déjà, ça va être beaucoup plus cher d'utiliser uniquement des anesthésiques par voie intraveineuse et ça va, on va dire, ralentir un peu le réveil de la chienne. Vous pouvez tout à fait induire votre chienne avec de l'alfax, par exemple, et la passer en relais ISO immédiatement après l'induction sans problème. Il n'y a pas du tout besoin, il n'a pas été prouvé qu'il y avait une meilleure survie des chiots, en tout cas, de ne pas donner d'anesthésie gazeuse avant la sortie des chiots. Pour ce qui est des morphiniques, par contre, de l'analgésie, c'est vrai que chez les brachycéphales, notamment, c'est quand même plus conseillé de faire une analgésie une fois que tous les chiots sont sortis. Mais en tout cas, chez les autres, l'analgésie peut parfaitement être faite en prémédication ou en début de chirurgie. Alors, un exemple de protocole anesthésique que nous, on va utiliser à l'école, par exemple, à l'école vétérinaire, ça va être une ambiance calme, si possible, évidemment un accès veineux, le métoclopramide en prémédication, une tonte préanesthésique si possible. Si la chienne le supporte, c'est sûr que ça permet, nous, au moment où on fait l'échographie, on la tond comme pour sa chirurgie. La préoxygénation au masque, là encore, si la chienne le supporte, si ça doit lui apporter plus de stress qu'autre chose, on ne le fait pas. L'alfaxolone ou du propofol par titration, une intubation rapide et un relais isoflurane faible dose avec éventuellement une ventilation assistée, une perfusion, une traçante et après extraction des chiots, de la morphine, des INS et une anesthésie plus approfondie. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est le protocole qu'il faut faire, il faut faire le protocole que vous maîtrisez, bien évidemment. Si vous avez l'habitude de faire autrement et que ça marche très bien, je vais vous dire, mais surtout, gardez bien ce que vous faites.
Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous utilisez de la kétamine ou du Valium, qui sont aujourd'hui des anesthésiques qui ont été, enfin, qui ont montré qu'ils entraînaient plus de mortalité fétale à une à 2 semaines de vie, c'est sûr que si un éleveur vient vous reprocher la mortalité de sa portée, vous aurez moins rempli votre obligation de moyens pour vous défendre, puisque vous n'aurez pas utilisé les anesthésies les plus recommandées. Mais en tout cas, voilà, moi je vous donne un exemple et vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Donc, maintenant, on va un petit peu parler de la césarienne en elle-même, des fils qu'on va pouvoir utiliser après la présentation de Nathalie. Donc, comme je vous ai dit, hein, l'anesthésie reste l'étape clé de la césarienne. Généralement, quand on essaye de préoxygéner la chienne, vous voyez qu'elle tourne la tête et n'est pas toujours coopérative. Hein. Chez certaines chiennes, on peut commencer même le scrub chirurgical sans qu'elles soient complètement endormies. Des fois, elles le sont, hein, bien évidemment. Ça dépend toujours de la chienne. Et puis, vous voyez qu'on lui a fait un pré-scrub, on l'a quand même retourné pour son induction et son intubation avant de la remettre sur le dos, de refaire le scrub, de la fixer avec des lacets et de lui faire son injection de lidocaïne en traçante en sous-cutanée juste avant l'incision. Pendant ce temps-là, moi, j'ai l'habitude généralement d'être déjà habillée en stérile, ainsi que mon interne par exemple, d'avoir déjà préparé ma table chirurgicale, histoire de gagner du temps sur l'extraction des chiots pour qu'effectivement, dès que la chienne dort, dès que la chienne est fixée et scrubée, on puisse intervenir et qu'effectivement le laps de temps entre le début d'anesthésie et l'extraction des chiots soit le plus faible possible, de moins de 10 minutes si possible. Donc pour la table, on va préparer une table de chirurgie classique. Moi, j'aime bien avoir le piston électrique, mais il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Donc une fois que la chienne est bien endormie et qu'on lui a refait son scrub, on va l'ouvrir avec une laparo ombilico-pubienne, extérioriser les cornes, donc si possible en appuyant un peu plus sur l'abdomen plutôt qu'en tirant sur les cornes pour éviter de déchirer le mésométrium, ou en tout cas faites toujours un tour avant de refermer votre chienne, vérifiez que votre mésométrium n'est pas déchiré parce qu'il peut y avoir une incarcération intestinale après la chirurgie dans l'éventuel trou qu'on aurait pu faire dans le méso. Et puis ensuite, si possible, trouver la zone où on va faire l'incision. Généralement, on essaie d'en faire qu'une pour limiter déjà le temps chirurgical, j'ai envie de vous dire. Et puis aussi, on dit toujours que là où on aura fait notre incision, il n'y aura plus d'insertion de chiot au niveau du placenta zonaire sur la future portée éventuellement. Donc, c'est sûr que plus on va faire d'incision, moins la fertilité de la chienne future sera bonne. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais il y a le corps de l'utérus et les deux cornes qui commencent à partir à droite et à gauche de la lame de scalpel. Et généralement, c'est recommandé d'inciser sur la grande courbure d'une des cornes, souvent celle où il y a le plus de chiots. Et c'est vrai que quand on a une grosse portée, passer des chiots d'une corne à l'autre, ce n'est pas toujours évident et on peut perdre parfois du temps. Et c'est pourquoi on peut être amené à faire 2 incisions, une sur chaque corne et chaque grande courbure. Une fois qu'on a fait notre incision, d'aller récupérer nos fœtus les uns après les autres en passant derrière la tête, au niveau des mandibules, si on le sent bien, ou au niveau des hanches pour récupérer les placentas, j'ai envie de dire, parce que souvent ils sont quand même bien dans leur poche. Et puis, faire une traction une fois qu'on a extériorisé le chiot en essayant de faire venir l'intégralité du placenta, puisque de toute façon, il faudra les retirer tous en même temps que les chiots. Moi, j'aime bien faire une petite table annexe où on ouvre les poches. Donc, on voit bien sur cette petite photo, là, il y a la poche qui n'est pas encore ouverte et le placenta juste au-dessus. Et où on va ouvrir les poches avant de donner à l'équipe de réa avec le cordon qui va être clampé pour histoire de mettre moins de jus partout, tout simplement. Parce que c'est sûr que quand on a une Saint-Bernard qui a 16 chiots, généralement, on va quand même avoir les pieds un peu mouillés, si ce n'est pas le reste de la cataque. Pendant ce temps-là, c'est sûr qu'il faut surveiller la pression artérielle. Dans le cas où on aurait fait une césarienne programmée,
Si vous voulez, on pourra y revenir plus tard. Je n'ai pas fait spécialement de slide sur la césarienne programmée, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Si on fait une césarienne programmée, c'est-à-dire qu'on va déclencher le terme, enfin oui, le terme chez la chienne 1 ou 2 jours avant son terme physiologique, et ben en fait, il faudra utiliser un protocole, hein. Ça ne peut pas se faire n'importe quand on veut. Donc globalement, c'est à partir du 61 post-ovulation, on va utiliser de la glépristone, de la lysine à 15 mg/kg, et 18 heures plus tard, on peut effectuer notre césarienne sans risque avec une maturation pulmonaire fœtale qui est bonne. On va faire une césarienne programmée chez des chiennes qui le nécessitent, par exemple une bulldog français, ou par exemple une chienne qui aurait qu'un seul chiot, ou par exemple une chienne de 7 ans qui aurait 8 ou 9 chiots. Voilà, dès lors qu'il va y avoir des mises bas un peu plus à risque que les autres, on peut proposer des césariennes programmées, mais du fait qu'on a programmé cette césarienne quelques jours avant le terme physiologique, ou quelques heures, eh ben, il n'y aura pas encore eu de contraction réellement. C'est ça qu'on veut éviter. En fait, on veut éviter à la chienne de rentrer en dystocie. Et de fait, la zone d'insertion placentaire, elle est encore très, très bien engrainée dans l'utérus. On n'a vraiment aucune contraction. Et du fait, quand on va chercher les fœtus et sortir les poches amniotiques avec les fœtus dedans et extraire les placentas, on a quand même souvent des placentas qui sont très accrochés. Donc, ça surprend toujours les vétos. Moi, j'ai parfois des demandes de conseils par rapport à ça en me disant, là, j'espère que je l'ai fait trop tôt, j'ai l'impression que c'était très, très accroché, ça a beaucoup saigné derrière. Donc, en fait, non, c'est normal que ce soit plus accroché, c'est normal que ça saigne un peu plus parce que on n'est pas dans le cadre d'une dystocie où la chienne aurait déjà poussé et où les placentas se seraient déjà désengrainés. Donc, c'est normal que ce soit un peu plus accroché. Pour autant, il ne faut pas y aller comme un bourrin parce que, effectivement, si on décroche le placenta comme un bourrin, ça peut causer quand même des hémorragies utérines plus importantes et derrière on n'ait pas besoin de faire une ovariohystérectomie parce que la chienne rentrera en hémorragie. Alors, ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, il faut quand même décrocher les placentas assez délicatement et ne pas hésiter, une fois qu'on a retiré tous les fœtus, moi j'en sais rien, il y en a 8, à utiliser de l'ocytocine qu'on peut faire en intramural dans l'utérus, voire de l'hexacil si vraiment on est inquiet, pour limiter les saignements postpartum. Moi, j'avoue que l'ocytocine, je la fais systématiquement dans l'utérus ou en intraveineuse pendant mes césariennes programmées, mais je le fais aussi pendant les césariennes d'urgence parce que je trouve que ça va toujours aider aussi au comportement maternel, ça va aussi aider à la montée de lait. Donc, c'est jamais quelque chose qui est inutile de faire des injections d'ocytocine, sachant que les récepteurs à l'ocytocine vont être très, très peu fonctionnels longtemps. Au bout de 24 heures après la mise bas, on n'a plus aucun impact d'une injection d'ocytocine, donc je préfère toujours le faire en préventif, en fin de césarienne, après ma suture, par exemple. Ça arrive des fois qu'on ait des chutes de pression artérielle pendant la césarienne parce que y a un gros volume qui est occupé par le placenta. Donc, pas hésiter à diminuer la profondeur de l'anesthésie, augmenter la perfusion, plus ou moins de colloïdes. Donc ça, c'est sûr que c'est, on va dire, le risque principal au moment de l'anesthésie. Éviter aussi de sortir les 2 cornes en même temps, plutôt en sortir une et puis sortir l'autre après. Tout ça pour limiter les chutes de pression artérielle. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'ocytocine en intramural ou en IV? Je n'ai pas de recul spécifique. J'avoue qu'au tout début, il y a 5-6 ans, je me faisais beaucoup plus en intramural. Maintenant, en fait, dans notre protocole, on le fait en intraveineux. J'ai pas, en tout cas, c'est pas de l'évidence-based. Médecine, il n'y a pas de publication qui compare l'un ou l'autre. Donc, je pense que c'est pas mal de le faire de manière générale, mais en intraveineux, à mon avis, c'est très bien. Les soins à la chienne, comme on l'a dit, dans certains cas, on peut aussi ne pas faire d'analgésie jusqu'à ce qu'on ait retiré tous les chiots. Donc, au moment où tous les chiots sont retirés, c'est vraiment le moment de prendre en charge la douleur, mais qui vont aussi sédater la chienne. Donc, attention à ça. Mais opioïdes plus AINS, c'est vraiment le minimum. Une fois qu'on a retiré tous nos chiots, tous nos placentas, ça va être le moment de refermer l'utérus. Donc là, on voit bien que l'incision, elle a été faite sur la grande courbure. Et alors, par pitié, ne faites pas votre ocytocine avant d'avoir refermé votre utérus, parce que sinon, il va un peu danser. Déjà qu'il a tendance quand même à très, très vite. Je ne sais pas si vous avez l'impression, mais moi, je trouve qu'il a déjà tendance à vraiment diminuer en taille très, très vite. Donc, on fait son ocytocine surtout après la fin après la fermeture de l'utérus, pas avant.
Et donc, globalement, pour fermer l'utérus, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser, évidemment, comme on est sur un organe creux, comme vous l'a dit Nathalie, du monofilament et de faire quelque chose d'étanche. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est la péritonite. Et on sait qu'on en a un organe qui va avoir une contraction, une contractibilité extraordinaire, puisque l'utérus, en une semaine, il va avoir diminué de moitié. Donc, on a intérêt à faire quelque chose d'assez serré. Globalement, moi, je fais toujours un surjet simple au départ et ensuite un surjet enfouissant. J'ai tendance à me mettre en marge saine pour démarrer mon surjet. Et puis ensuite, je vais faire un surjet vraiment comme un surjet de peau, je dis toujours, mais donc qui traverse, qui traverse l'utérus, qui est dans la paroi, sans problème. Mais par contre, je le serre beaucoup, beaucoup plus qu'une peau. Je veux qu'à la fin, mon surjet, il ressemble à un petit S, à des petits ziboulbouis, quoi, en S. Voilà, un peu comme ça. Qu'il soit vraiment serré. Vous voyez, l'utérus, comme il se contracte à côté de notre suture. Et je termine là aussi mon surjet en marge saine, c'est-à-dire que je refais un espèce de petit V pour essayer d'enfouir mon point. Pourquoi je prends ces précautions-là? Peut-être que ça ne sert à rien, mais j'ai toujours dans l'idée que les fils qui vont traîner pendant quelques semaines, quelques mois dans l'abdomen vont être à l'origine de plus d'inflammation, d'omentum qui va venir se coller. Pour faire une détertion naturelle, c'est super, mais par contre, ça peut aussi entraîner des adhérences qui, pour la chienne, ne seront pas très intéressantes en termes de fertilité ultérieure ou même en termes de douleur abdominale, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'essaye d'enfouir mes points afin que on ne voit pas du tout le fil à la fin des surjets. Une fois que j'ai terminé mon premier surjet, donc traversant, un surjet simple, je vais repartir directement de mon nœud de surjet simple pour faire un surjet enfouissant, donc avec le même fil. Ah oui, je n'ai pas dit la taille de mon fil, mais je vais prendre du 3 ou du 4-0, selon la 3 ou 4-0, pardon, selon la taille de mon chien. Et je vais repartir en sens inverse, tout simplement, où cette fois-ci, je vais essayer de ne plus être traversante et je vais être vraiment parallèle à ma plaie. Et puis à la fin de la fin, je vais me remettre en marge saine pour faire mon dernier nœud et essayer de l'enfouir aussi de la même façon que mes nœuds jusque-là. Vous voyez, on voit un petit peu le petit chef du début du surjet qui ressort, donc il faudra couper avant la fin. Et c'est une fois que j'aurai coupé tous mes fils, en essayant que ça se voit le moins possible, à part le dernier qui parfois ressort un petit peu, que je vais faire mon ocytocine. Ensuite, bien sûr, la fermeture abdominale se fait plan par plan. Souvent, c'est vrai qu'on n'aura pas pris beaucoup de soin à dilacérer le sous-cutané, surtout qu'il y a quand même beaucoup de tissu mammaire, parfois du lait qui s'invite à la fête. Donc, bien reprendre le temps quand même de prendre ces fascias musculaires pour une meilleure tenue du musculaire. Je ne fais pas forcément de rinçage abdominal après ma césarienne, sauf que vraiment utérus plein de pus qui aurait coulé dans l'abdomen. Mais sinon, je vais éviter, je vais quand même chercher à avoir une chirurgie rapide pour essayer d'avoir un réveil rapide pour la mère. Et je trouve qu'en fait, quand on fait un rinçage abdominal, ça rallonge vraiment le temps chirurgical. Et en plus, ça ralentit vraiment le réveil, dans mon expérience. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, avant de refermer au niveau abdominal, on vérifie qu'il ne reste plus de chiots. C'est très con, mais je peux vous dire que j'ai un appel d'éleveur par an qui me dit: est-ce que c'est normal que mon vétérinaire ait oublié un chiot à la césarienne? Donc, on remonte bien jusqu'à ces 2 ovaires. Et on va regarder bien si dans le corps de l'utérus, il n'y en a pas de coincé. Moi, maintenant, du coup, je fais même toujours un toucher vaginal à la chienne avant la césarienne, bien sûr, pour être sûr qu'il n'y ait pas de chiot engagé. Autre petite chose, on vérifie qu'on n'a pas fait de trou dans notre mésométrium, donc le gras qui soutient l'utérus, comme je vous disais, au moment de l'extraction de l'abdomen de l'utérus, parce que c'est là qu'il peut y avoir des trous qui s'installent. Moi, je les referme systématiquement parce qu'il y a eu un cas à Alfort d'une chienne qui a fait une incarcération intestinale 6 mois après sa gestation dans ce méso et qui en est décédée. Donc, elle avait une obstruction intestinale derrière, donc c'est vraiment dommage. Je dirais que c'est une des principes. Voilà, c'est à peu près le tour de tout ce que je vais pouvoir faire avant de refermer mon abdomen de la chienne, avec moi généralement
quand je referme l'abdomen sur une césarienne, j'aime mieux utiliser du fil tressé parce que personnellement, dans mon expérience, je trouve que ça tient mieux au nœud et ça me rassure un petit peu. Je sais que je vais avoir une chienne où je ne vais pas mettre de pansement, pas mettre de collerette, donc je veux absolument qu'elle ne touche pas à ces points et je vais éviter l'éventration. Donc, je vais utiliser, je vais faire un surjet, mais avec du tressé de 0 ou 0 selon la taille de la chienne. Ensuite, je vais faire mon sous-cutané et avec du monofilament globalement. Et je vais terminer par un intradermique plutôt que par un cutané. Je pense que ça se fait dans la plupart des cliniques depuis un certain moment, tout simplement parce que c'est vrai que les chiots peuvent avoir tendance de téter un peu les points cutanés et ça peut entraîner une inflammation, une irritation de la plaie. Les éleveurs, ils aiment quand même vraiment bien ne pas voir de plaie. Donc, c'est vrai que je vais utiliser souvent du monofilament 4-0 pour faire mon intradermo à la fin et avoir une plaie chirurgicale qui est vraiment nickel, voire utiliser un petit peu de colle à la fin si j'ai des doutes pour que les chiots ne s'aventurent pas du tout de ce côté-là. Voilà pour ce qui est de la chirurgie. Pour la médication post-opératoire, je vais utiliser en termes d'analgésie, généralement, faire une petite injection de buprenorphine à la sortie, juste avant la sortie de la chienne, et du méthacam en dose poids pendant 3 jours, donc pas le jour de la chirurgie puisqu'on en a fait pendant la chire. On n'utilise plus d'antibiotiques en post-opératoire parce que c'est lié aussi à la réduction d'utilisation des antibiotiques. On n'en a pas forcément besoin suite à une césarienne. On a une chirurgie qui est courte, qui n'est pas forcément sale. Et donc, comme ça a été quand même dur pour moi d'arrêter les antibiotiques, parce que bon, j'en faisais systématiquement avant, je vais faire proposer un suivi de température de la chienne pendant 3 jours au propriétaire. J'en profite pour faire un aparté, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je parlais de la chirurgie, mais j'ai oublié. Beaucoup d'éleveurs, même beaucoup de vétérinaires me demandent si je fais des OVH pendant la chirurgie de césarienne. Alors moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'on se met dans une situation plus complexe que cela ne devrait. Bien sûr qu'on sait tous faire une OVH, il n'y a pas de souci, j'ai aucun doute dans vos capacités chirurgicales qui sont sans doute même meilleures que les miennes. Mais en fait, au moment de la césarienne, quand on fait l'OVH, le placenta est immense, comme on a bien vu, la vascularisation est énorme. Et c'est vrai qu'on se met un peu en difficulté d'avoir une chirurgie beaucoup plus longue, un réveil beaucoup plus long, une chienne qui va moins bien s'occuper de ses chiots, parce que clairement, une césarienne, ça dure 35 minutes. Une OVH, peut-être que ça vous dure 35 minutes, mais pas moi. Et on tire quand même sur les ligaments suspenseurs des ovaires pendant la chirurgie d'OVH, qu'on ne va pas du tout tirer comme ça sur une chirurgie de césarienne. Et du coup, je pense qu'en termes de douleur pour la chienne, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que derrière, la chienne, elle a une moins bonne récupération. Bien sûr, c'est possible. J'ai fait des conférences en Nouvelle-Calédonie il y a une dizaine d'années où ils me disaient « Ah non, mais nous, Émilie, césarienne, on fait OVH dès que possible pour essayer de limiter la surpopulation. » Bien évidemment, quand on est dans un contexte de surpopulation, ou même chez les chattes, je vais faire des OVH pendant les césariennes sans problème. Mais chez la chienne, je pense qu'on se met des fois dans la merde tout seul en faisant des OVH sur les césariennes, alors qu'en fait, la chienne, elle peut très bien avoir sa césarienne et puis son ovario dans 2 mois ou dans 4 mois. Alors, les gens vous disent, oui, mais ça fait 2 anesthésies, ça va faire plus cher, etc., etc. C'est pas faux. Mais moi, je leur dis toujours, si votre chienne s'occupe moins bien de ses chiots et que vous en perdez un en termes de rentabilité, c'est trop dommage finalement. Et généralement, j'arrive toujours à les persuader comme ça que sur une chienne à réformer, on ne fait quand même pas l'OVH pendant la césarienne. Maintenant, bien sûr que je fais des OVH sur les césariennes quand j'ai un utérus qui se déchire, quand j'ai un utérus qui a du pu parce qu'il y a eu beaucoup trop de résorption. Et bon, si ça correspond en plus à la demande des gens, je vais le faire évidemment. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas, tout simplement parce qu'une fois, il y a fort longtemps, mais n'empêche que j'aime bien partager mes erreurs parce que je me dis si elles peuvent servir à quelqu'un à ne pas la faire, et c'est toujours ça de mieux pour vous. J'ai fait une césarienne sur une Berdite collie et en fait, tout pissait dedans, de partout. Le monsieur nous avait demandé de la stériliser, on l'a fait. Et en fait, on a fait l'OVH et j'avais vraiment des sangs résiduels de partout, comme je pense que vous avez tous connu sur des ovarios, tout saigne et rien saigne à la fois.
Donc, on en perd un peu sa lucidité. Je n'étais pas toute seule sur la chire, hein, j'étais avec un 5e année, un interne. Et en fait, j'avais l'urtère qui avait été sectionné et qui jutait. Sauf que moi, sur le coup, j'ai cru que c'était un vaisseau, parce que forcément, ça jutait, tout était rouge, machin. Je l'ai ligaturé. Donc, j'ai ligaturé un urtère pendant une césarienne sur une OVH. C'est moi qui l'ai fait, hein, j'ai aucune honte à dire. La chance que j'ai eue, c'est que la chienne, le soir même, s'est éventrée suite à un orage, parce qu'elle a fait la con. Donc, la personne est revenue et on a vu tout de suite que l'urtère était gonflé et on a pu réaboucher l'urtère et il n'y a jamais eu de problème derrière. Ça, c'est ma chance. Mais voilà, ça m'a quand même aussi convaincue que c'était pas forcément idéal de se risquer des complications en plus sur une césarienne alors qu'on n'en avait pas besoin. Et là encore, si la chienne perd un chiot en post-op parce qu'elle s'en est moins bien occupée, parce qu'elle était trop dans le gaz, c'est trop dommage. Donc voilà pourquoi j'aime pas faire les OVH. En tout cas, ça reste tout à fait possible si vous vous sentez. Le Primpéride, je reviens un peu dessus parce qu'en fait, vous vous rappelez que je vous ai proposé qu'on puisse en mettre en prémédication, à la fois pour limiter les régurgitations, les vomissements, mais en fait, on a cette chance de s'être aperçu que le Primpéride, l'émépride, pardon, avait un effet, bien sûr, antibiotique, mais surtout, il a un effet central qui va agir pour favoriser la montée de lait. Je m'explique, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on donnait de l'émépride à une chienne pendant son méteustrus, on lui causait une lactation pseudo-gestation. Et donc, du coup, Cécile nous a donné l'idée de donner du Primpéride pendant la chirurgie, mais aussi en post-op immédiat pour limiter aider à la montée de lait, tout simplement parce que la montée de lait, elle est liée au bien-être. Et une chienne qui vient d'être dans notre clinique, qui vient d'avoir une césarienne, le bien-être, il n'y est pas forcément, ou en tout cas, il est moins bon que sur une mise bas naturelle qui se passerait bien. Et donc, du coup, moi, je dis toujours, j'essaie de contrecarrer cette douleur de la césarienne en aidant un peu médicalement la montée de lait avec l'émépride, donc à 0,5 mg/kg per os, en comprimé plutôt qu'en sirop, parce que le sirop, c'est dégueulasse et souvent, elle le recrache. 3 fois par jour pendant 3 jours. Donc, j'en mets pas longtemps. De toute façon, si au bout de 3 jours, elle n'a pas de lait, c'est peu probable qu'elle en ait. Mais ce qui va aider à la montée de lait, de toute façon, c'est le fait que les chiots tètent, bien évidemment. Donc, tout ça va être associé à une recommandation aux propriétaires que les chiots tètent au maximum. Donc, c'est là qu'on va un tout petit peu plus se pencher sur les nouveau-nés. Donc, je pense que vous connaissez tous la réanimation néonatale qui doit suivre le schéma ABCD, Airways, Breathing, Cardiac Stimulation et Drugs. Vous voyez comme je parle bien anglais. Donc, une fois qu'on a extrait notre chiot de l'utérus, eh ben, on va ouvrir les poches amniotiques et déchirer et retirer les membranes placentaires qui entourent la tête en premier, dégager les voies respiratoires de tout tissu placentaire, mécanium ou liquide, et puis frictionner le thorax pour essayer d'initier la respiration. Il n'y aurait pas besoin de faire tout ça en mise bas naturelle, puisque le passage par le bassin de la mère permet cette compression du thorax qui initie la première respiration. Donc, c'est là que l'équipe de réanimation ou l'ASV ou l'éleveur est vraiment très important, c'est de dégager les voies respiratoires, puisque les premières causes de mortalité des nouveau-nés, c'est l'hypoxie, anoxie. Et donc, ouvrir la poche, mettre un tout petit peu en l'air la tête par rapport au reste du liquide amniotique, clamper le cordon à 2-3 cm du cordon de l'ombilic pour ne pas être embêté avec la poche, et puis commencer à sécher nos petits chiots pour les aider à respirer. Pour les aider à respirer, il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire. S'il n'y a pas de respiration spontanée, on va pouvoir stimuler un point d'acupuncture sur le filtre nasal. Alors, je suis sûre que vous le connaissez tous, hein, c'est quand on tripatouille le nez de nos chats ou de nos chiens pendant l'anesthésie pour leur initier une inspiration. C'est pareil chez le nouveau-né. On peut aller aussi jusqu'au massage thoracique et cardio. Et faciaux, pardon, avec une ventilation à pression positive au masque ou une intubation éventuellement et ventilation. Bon, quand on en est là, c'est sûr qu'on n'est pas hyper bien barré. Mais avant d'en être là, généralement, sur une césarienne, on va d'abord essayer de dégager les voies respiratoires. Et je vous le dis, même les publications sont d'accord là-dessus, il n'y a rien de mieux que le mouche-bébé pour favoriser la respiration de nos petits chiots. Qu'on peut acheter en pharmacie où on est sûr qu'on n'aura rien dans la bouche quand on aspire. C'est sûr qu'il faut aspirer doucement pour pas non plus provoquer un spasme laryngé et un choc vagal. Mais les aspirations à la seringue ou à la poire à lavement ont été prouvées quand même. Il y a eu réussi à avoir une publication là-dessus qu'elles étaient moins efficaces que le mouche-bébé.
anciennement, on avait l'habitude de secouer un peu les chiots. Alors, secouer, c'est un peu dur de dire ça, hein, mais de faire un mouvement de balancier de haut vers le bas pour essayer de faire remonter les sécrétions qu'auraient éventuellement inhalé les chiots jusqu'au nez. C'est aujourd'hui un peu décrié dans le sens où cela pourrait... Oh là là. Cela pourrait... Je n'arrive pas à prendre le contrôle, pardon. Être à l'origine d'un syndrome de bébé secoué. Purée. Je sais pas ce que je peux faire pour enlever ce machin. Voilà. Donc, oui, un syndrome de bébé secoué dans le sens où la boîte crânienne des chiots est toute petite, enfin, le cerveau est tout petit par rapport à la taille de la boîte crânienne. Donc, quand on fait ce mouvement de balancier, ça pourrait ressembler à un syndrome du bébé secoué. Alors, je dis toujours, bon, on ne le fait jamais, sauf pour les bulldogs qui ne respireraient pas, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Si ils sont un peu moins intelligents. Bon, je dis ça pour vous révéler si jamais vous étiez en train de dormir. Mais globalement, effectivement, on va essayer d'éviter de faire ce mouvement de balancier. On va plutôt aspirer avec le mouche-bébé une dizaine de fois dans les narines, dans la bouche, et sécher avec des serviettes autour du thorax et de tous nos chiots pour les sécher. Et généralement, le fait de frictionner le thorax va faire remonter des éventuelles sécrétions. Donc, pas hésiter à revenir tout au long de la réanimation avec notre mouche-bébé. Moi, je dis toujours, c'est mon toc, hein, j'y reviens une dizaine de fois, quinzaine de fois, et même quand ils sont dans la couveuse et qu'ils vont bien, je retourne voir s'il n'y a pas des nouvelles sécrétions. Quand vraiment ça ne respire pas, qu'on a tout essayé, qu'on a intubé, qu'on a mis un masque, etc., on peut aller jusqu'à la stimulation cardiaque avec le massage cardiaque. Bon, globalement, il faut savoir que quand on en est là, c'est rarissime que notre petit chaton ou notre petit chiot s'en sorte, car c'est souvent le fait qu'il n'ait pas réussi à respirer qui va être le problème. Si on doit utiliser des médicaments, notamment pour relancer le cœur, l'adrénaline ou l'épinéphrine, c'est en dernier recours avec très peu de succès. On avait pour habitude d'utiliser le Dopram. Le Dopram, c'est un analgésique respiratoire. C'est très intéressant parce que ça entraîne une grosse inspiration et ça déploie les dernières alvéoles pulmonaires. Le seul problème, c'est que si on a des sécrétions qui étaient coincées dans la gorge, avec le Dopram, on les refait partir vers l'arrière. Donc, honnêtement, aujourd'hui, moi, je ne me sors plus. Il n'est pas dans la trousse d'urgence de césarienne, le Dopram, parce qu'il faudrait s'en servir quand nos chiots vont bien et qu'ils respirent bien. Mais par peur de l'erreur, on va dire que je ne le sors pas. Si on n'a pas de réponse après un quart d'heure, c'est quand même souvent, il faut arrêter la réanimation, ou si on a une anomalie congénitale grave, mais comme cette fente palatine qu'on peut voir sur ce petit chiot. Mais si la respiration est normale, il va falloir réaspirer les sécrétions nasales et buccales, sectionner et ligaturer le cordon à plutôt 1 cm de l'ombilic, faire un petit examen rapproché et réchauffer, donc soit mettre dans une couveuse si on est bien équipé, soit mettre dans un petit carton avec des bouillottes, ça peut très bien convenir également. Donc, ne pas oublier de vérifier les malformations congénitales. On n'oublie pas que les fentes palatines ou nasopalatines, elles sont quand même plus importantes chez les races brachycéphales et que souvent, on va euthanasier les chiots qui sont touchés par ces fentes palatines parce qu'on ne peut pas les traiter chirurgicalement tout de suite à la naissance, hein. Il faut attendre qu'ils soient plus âgés. Et la prévention va être de choisir des reproducteurs qui ne transmettent pas trop cette anomalie et éventuellement supplémenter les femelles en acide folique, hein. On a montré que dans certaines races, notamment le Boston Terrier, quand on supplémentait les chiennes en acide folique pendant les chaleurs et pendant la gestation, on avait une diminution du pourcentage de fente palatine dans ces deux races-là, donc Boston Terrier et Bulldog français. Bon, voilà des images de malformation, hein. Là, c'est un chiot anasarque qui donc est rempli de liquide sous-cutané. Généralement, quand ils sont vraiment très anasarques, les water puppies, on ne peut pas les sauver. Ça conduit à des euthanasies. Les fentes labiopalatines, comme on les voit là, ou l'hydrocéphalie, sont parfois des animaux qu'on n'arrive pas non plus à traiter. Donc, voilà d'autres exemples de malformations. Les petites nouveautés qui sont pas si nouvelles, mais c'est maintenant pendant la réanimation néonatale de faire des scores APGAR qui sont faites en humaine, hein, depuis 1952. Sur tous vos carnets de santé, quand vous êtes né, il y a inscrit ce fameux score APGAR, donc qui va établir un score à partir de 5 examens, entre guillemets, la couleur des muqueuses, la fréquence cardiaque, la réaction à la stimulation lombosacrée, la mobilité et les efforts respiratoires. Et pour chaque paramètre, un score est donné entre 0, qui est un mauvais score,
ou 2, qui est le score optimal. Donc, par exemple, pour la fréquence cardiaque, en dessous de 120, le score est de 0. Entre 120 et 180, le score est de 1. Et au-dessus de 180, le score est de 2. Donc, pour ce qui est de l'apparence, donc c'est la couleur des muqueuses. Vous voyez que sur ces deux chiots, on a une différence entre les muqueuses qui sont plutôt roses ou bleues. Là, à gauche, c'est plutôt bleu. Ou sur le petit chiot en haut à droite, qui est plutôt bleu. Le pulse, on va mesurer la fréquence cardiaque. La stimulation lombosacrée, donc c'est quand on les embête au niveau lombosacré ou alors quand on leur tire un peu le bout d'une patte, voir comment ils réagissent. L'activité également, est-ce qu'ils ont tendance à se déplacer tout seuls ou est-ce qu'ils sont complètement amorphes, et qu'il faut les stimuler pour qu'ils bougent. Et donc, à l'issue de ça, on va donc émettre un score. Et c'est Neocare qui a établi ça, donc c'est le centre de recherche en néonatologie de l'école vétérinaire de Toulouse, que quand on avait des chiots qui avaient un score en dessous de 8 sur 10, eh ben, on avait un risque de mortalité néonatale multiplié par 22. Alors ça paraît assez évident qu'un chiot qui ne va pas super bien après la réanimation, c'est sûr qu'il a plus de chances de mourir. Mais effectivement, je trouve que nous, ça nous permet de vérifier l'efficacité de notre réanimation, de faire ces scores Apgar, ça ne prend pas 100 000 ans, et de dire, tiens, celui-là, il faut encore que j'y aille, parce qu'effectivement, il ne bouge pas, il respire, il gaspe, il respire à peine, etc. Ça permet aussi de dire au propriétaire, écoutez, moi, je lui ai fait une réa qui a duré 1h15, celui-là, il a un score Apgar de 5 sur 10, c'est objectif. C'est pas vous qui dites ouais, j'ai fait ça, alors que le propriétaire, il ne croit peut-être pas, surtout si c'est un éleveur, il va penser que vous l'avez mis dans une cage et que vous n'avez rien fait. Voilà, il a un score Apgar de 5 sur 10. Celui-là, va falloir lui apporter absolument une surveillance accrue parce que je ne suis pas sûre qu'il va survivre. Les premières 24 heures vont être un peu décisives. Voilà, par exemple. Bon, la particularité physiologique des nouveau-nés, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, ils doivent téter à volonté. Et surtout, il faut qu'ils soient mis dans une ambiance qui est contrôlée et chaude. Franchement, la plupart des nouveau-nés qu'on voit arriver au service d'urgence de l'école véto, c'est des nouveau-nés qui sont froids, donc qui ont été rejetés par la mère et qui n'arrivent plus à téter. Et en fait, on rentre dans le cercle vicieux de l'hypothermie, déshydratation, hypoglycémie. Et en fait, nous, on les réchauffe au-dessus de 36, on leur donne un PIB et ils repartent. Donc, globalement, ça, il va falloir vraiment insister sur les propriétaires pour qu'ils prennent des températures rectales, ils pèsent leurs chiots tous les jours. Ça va être vraiment les marqueurs de si ça se passe bien ou pas. Et en post-op, rendre la chienne et les chiots aux propriétaires dès que possible pour qu'ils puissent téter le colostrum. Moi, c'est vrai que ça arrive que je les fasse téter à l'école vétérinaire, mais je tiens toujours la chienne. Je ne la fais pas rencontrer ces chiots à l'école véto parce qu'il peut y avoir du cannibalisme, même avec des mères qui sont sympas et qui sont bien occupées de leurs chiots aux précédentes portées, du fait qu'à la clinique, nous, on est un peu nombreux, ça les stresse, elles ne sont pas dans leur environnement habituel. Donc, c'est vrai que moi, je ne fais pas les présentations à la clinique, je leur dis de le faire à la maison, mais des fois, je fais téter le colostrum quand je sais que les propriétaires sont loin. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus attention à la mise en place de l'attachement de la mère vers ses petits et des petits vers la mère. On sait que de la mère vers les petits, il faut au moins 24 heures. C'est pour ça que moi, je dis souvent qu'il ne faut pas les laisser toutes seules pendant les premières 24 heures. Bon, pour les petits, ça va prendre une quinzaine de jours. Au début, ils ont juste besoin d'une source de chaleur et d'une source de nourriture. Mais en tout cas, on fait de plus en plus attention à ça pour essayer de limiter aussi la mortalité néonatale à la maison. J'espère que vous partirez avec les messages clés suivants, que la césarienne, ça reste quand même l'anesthésie le plus touchy, à mon sens, que notre rôle aujourd'hui, c'est d'informer sur les chances de survie des chiots en utilisant les scores Apgar ou en les utilisant pas. Si vous n'avez pas le temps, je comprends parfaitement qu'il y a une césarienne à 3 heures du mat, on ne va pas le faire. Mais vous pouvez aussi faire le réflexe de succion, comme c'est sur la photo. Un chiot qui tète votre doigt après la césarienne, après votre réanimation, c'est un chiot qui a un score Apgar de plus de 8 sur 10. Et donner évidemment les bons conseils pour les premiers jours, histoire que les gens ne se retrouvent pas trop démunis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous remercie et puis je suis prête à répondre à vos questions s'il y en a, sans problème. Merci à toi, Émilie. Merci à Nathalie. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Auquel cas, nous vous souhaitons une bonne journée si vous n'avez pas de questions. Et le webinaire sera aussi possible en replay. Vous devriez le recevoir juste après. Bonjour Merci à Tristan. tous en tout cas.
Merci à vous.